Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle règle en vidéo. Aujourd'hui, Pharaon, un jeu de Silas Henry Pym, édité par Catch-Up Games pour 1 à 5 joueurs de 12 ans et plus et des parties d'environ 60 minutes. Alors voici un petit aperçu du matériel de Pharaon. Le plateau est assez grand. Donc ça s'appelle la tablette des dieux, là, ce plateau que vous voyez. C'est constitué de 5 quartiers que vous allez devoir mettre en puzzle en cercle comme ça, et du centre que vous allez devoir rajouter à la fin. C'est comme ça qu'on le construit. Donc en termes de mise en place, une fois que vous avez construit la tablette des dieux, eh bien vous allez devoir mettre plusieurs choses à disposition. Alors, il y a déjà, hop, on va se tourner un petit peu par là, il y a un jeton premier joueur. Donc le premier joueur va être tiré au sort, on va lui donner ce jeton. Il y a un jeton pharaon que vous allez laisser à côté du plateau. Il y a la pyramide qui est là, sur laquelle vous allez mettre les grosses rondelles des joueurs participants. Ici une partie à 3 joueurs, 5 tours, qui sont représentés par ces 5 étapes de la vie du pharaon, car dans ce jeu, vous allez jouer un pharaon de la naissance à sa mort, et vous allez essayer de préparer votre vie dans l'au-delà. Vous allez mettre également 3 vases, donc un par joueur à disposition au début de la partie, avec la pioche ici des autres vases. Vous allez avoir aussi ce sac-là qui va contenir les offrandes. Donc les offrandes, ce sont, pour vous le savoir rapidement, des objets, des ressources en forme de pentagone, comme ça. Vous allez avoir la pioche ici des artisans et la pioche des nobles, à mettre à disposition également. Vous allez avoir, hop, l'ensemble des ressources à mettre à disposition des joueurs. Donc pour vous les détailler, eh bien, hop, en jaune, vous avez la royauté. En rouge, vous avez la construction. Ensuite, en vert, vous avez l'agriculture. En noir, là, vous avez la justice. En bleu, vous avez le commerce. Et enfin, en blanc, et dans mon cas, en argenté, eh bien, vous avez justement l'argent. Donc tout ça à mettre à disposition de l'ensemble des joueurs. Et ensuite, au niveau du plateau, vous aurez les plus petites rondelles de chacun des 3 joueurs à mettre en bas de ces échelles. Vous voyez, les 3 joueurs en question. Les cubes de chaque joueur à mettre au début de ce quartier-là. Le quartier ici de la pyramide, de la pyramide. Et chacun va garder une dernière rondelle de sa couleur proche de lui pour qu'on sache qui il est. Vous allez mettre également 3 nobles ici sur ce quartier, 4 artisans sur celui-là. Et vous allez aussi tirer au sort le côté de ce disque pour le mettre donc ici au milieu. Vous allez également placer sur ce quartier des offrandes. Donc vous allez placer des lots de 2 offrandes, autant qu'il y a de joueurs plus 1. Donc comme là je joue une partie à 3 joueurs, j'ai placé 1, 2, 3 et 4 lots. Et là on voit un 4+, et un 5+, que je n'ai pas recouvert. Et au milieu du quartier, on va également placer une offrande par lot présent, donc du coup 4 offrandes. Voilà. Donc avant de débuter la partie, eh bien, le joueur à droite du premier joueur, et puis ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, va accomplir 3 étapes. D'abord, il va piocher 2 cartes nobles, donc les fameuses cartes nobles. Il va en piocher 2, il va en choisir une des 2 et défausser l'autre. Ensuite, la deuxième chose qu'il va pouvoir faire, c'est choisir parmi les 3 vases lequel il veut et gagner les 3 ressources qui sont inscrites dessus, puis le défausser. Alors il faut savoir que dans ce jeu, quand vous avez des carrés qui représentent des couleurs de ressources, c'est qu'il faut payer. Et quand vous avez des ronds qui représentent des couleurs de ressources, c'est que vous gagnez ces ressources. Donc il va choisir et gagner 3 ressources. Ensuite, il va gagner également 2 argents à rajouter à ces 3 ressources. Et quand ça sera fait, eh bien on va passer au joueur suivant. Et quand tous les joueurs auront fait ça, on sera quasiment prêt à démarrer, quasiment, parce qu'il faudra remplacer les vases qui ont été pris par les joueurs par de nouveau autant de vases qu'il y a de joueurs.
Donc dans cet exemple de partie à 3, on mettra 3 vases. Là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Il faut savoir qu'il est conseillé aussi dans la règle de jouer avec les 5 scribes si vous êtes débutant. Donc évidemment un scribe par joueur. Si on est 3, on va donner que 3 scribes, un à chaque joueur, à la place du choix des nobles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est à vous de voir si vous voulez utiliser les scribes ou directement choisir parmi les nobles. L'objectif du jeu est d'être celui qui aura le plus de points de prestige à la fin de la partie. Et en termes de déroulement, eh bien à chaque tour, on va commencer évidemment par le premier joueur, et chaque joueur va avoir le choix entre effectuer l'action d'un quartier ou bien passer. Et on va tourner comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur va jouer une action ou passer, jusqu'à ce que tous les joueurs aient fini par passer, et à ce moment-là, on passera à la manche suivante, en vous rappelant qu'il y a 5 manches en tout dans la partie. Alors, quand je vous parle de coût d'accès d'un quartier, eh bien c'est très simple. On va regarder les quartiers les uns après les autres et vous allez comprendre. Le coût d'accès d'un quartier, c'est la couleur qui est comme ça sur la roue devant le quartier. Donc si vous jouez à 4 joueurs, vous pouvez aller jusque là. Si vous jouez à 3 joueurs ou à 2 joueurs, vous n'avez droit qu'à ces cases-là. Vous ne pouvez vous mettre sur une case que si elle n'est pas déjà occupée. Vous n'avez pas le droit de recouvrir une ressource d'un autre joueur, donc les places sont limitées. Quand vous devez payer le coût d'un quartier, eh bien là, par exemple, je dois payer une agriculture, donc hop, je le fais, j'ai payé le coût d'accès au quartier, ce qui me permet de réaliser l'action qui est là, et une fois que j'ai payé le coût d'accès, eh bien il va falloir que je paye le coût de l'action. Donc dans cet exemple-là, et dans ce quartier-là, c'est relativement cher, le quartier des nobles, parce qu'il faut payer chacune des 5 ressources qui existent dans le jeu. Donc ça veut dire que techniquement, il faudrait que je paye comme ça toutes les ressources. Voilà, pour avoir le droit d'effectuer l'action. Seulement voilà, dans ce jeu, il y a quelque chose qui va nous permettre d'essayer un petit peu de optimiser nos actions et d'économiser nos ressources. Tout simplement parce que la ressource qui est payée sur la roue, ici, pour accéder au quartier, peut être déduite du coût de l'action du quartier en question. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai payé une agriculture, donc en réalité, je n'ai pas besoin de repayer une agriculture pour prendre mon noble. Donc je paye une agriculture plus 4 autres ressources. Donc pour le quartier des nobles, l'exemple était assez simple, puisque de toute façon, les 5 ressources sont là. Donc quelle que soit la couleur sur la roue, j'aurai forcément une réduction de 1, et donc je ne payerai jamais en réalité mes nobles autrement que par 5 ressources. Mais c'est pour vous faire comprendre la mécanique. Si au niveau de la roue, j'avais été sur une autre couleur, c'est cette autre couleur-là que je n'aurais pas eu à repayer ici au niveau du noble. En vous rappelant que si vous n'avez pas d'une couleur, l'argent est un joker et remplace n'importe quelle couleur. J'aurais même pu mettre encore plus d'argent que ça si j'en avais eu. Voilà le système. Je vous le rappellerai un petit peu sur les autres quartiers pour que ça vous donne bien l'idée de comment on joue, ou en tout cas comment on essaie d'optimiser ses actions. Alors, avant de commencer à vous expliquer les quartiers dans le détail, rappelez-vous donc, coût d'accès et coût de l'action, et le coût de l'action est réduit du coût d'accès si possible. Autre chose, tous les joueurs doivent conserver toutes les ressources qu'ils possèdent, visibles de tous, devant eux. Évidemment, quand ils les utilisent, soit ils les payent, comme je viens de faire là sur le plateau, et après, celles qui sont payées pour l'action sont défaussées, celles qui sont payées pour l'accès ne sont pas défaussées avant la fin du tour, et toute autre ressource qui serait à payer va aller dans le sac. Enfin, dans les sacs, dans la réserve de chaque ressource. Pardon. Pour les vases, si un joueur gagne un vase d'une manière ou d'une autre, eh bien, il va le piocher dans la pioche des vases, récupérer les ressources et puis le défausser. Voilà. Alors, pour les différents quartiers, je viens de vous l'expliquer, on a le premier quartier qui est là, qui est donc le quartier des nobles, et qui, pour 5 ressources, du coup, une pour le coût d'accès et 4 ici, puisque vous aurez une réduction pour le coût de l'action, vous allez pouvoir choisir une des cartes nobles présentes là, ou piocher une carte noble, la première de la pioche, sans savoir laquelle vous allez piocher à vos risques et périls.
Il y a 3 types de nobles différents. Il y a les nobles avec ce symbole, c'est les nobles qui vous donnent un avantage immédiat, et après c'est terminé. Sachant que ce symbole-là, c'était symbole point de victoire. Donc par exemple, celui-là vous rapportera 2 points de victoire à la fin de la partie, en plus de son effet immédiat au moment où vous le prenez. Il y a ensuite ce type de noble, avec une petite roue crantée. Donc là, encore une fois, des points de victoire à la fin de la partie, et là, un effet que vous allez pouvoir utiliser une fois par tour. Une fois par tour, vous allez pouvoir faire cet effet-là, et tourner comme ça, incliner le noble à 90 degrés, pour dire que vous l'avez déjà utilisé. À la fin du tour, il se remettra comme ça, il sera réutilisable au tour d'après. Le troisième type de noble, c'est avec ce type de symbole, c'est un pouvoir permanent, qui vous dit qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, il va se passer quelque chose, donc c'est un pouvoir permanent pour toute la partie, et toujours des points de victoire en fin de partie. Le deuxième quartier possible sur lequel vous pouvez interagir, eh bien c'est le quartier de la chambre funéraire que voici. Donc pour ce quartier-là, eh bien en fait vous allez au fur et à mesure construire une pyramide qui sera votre tombeau. Et donc vous allez devoir faire dans l'ordre des flèches la construction, si possible, jusqu'au bout de votre pyramide. À chaque partie de la pyramide que vous allez construire, et vous ne pouvez jamais en sauter une ou en construire 2 à la fois, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de ressources à payer. Donc là, c'est toujours pareil. Dans ce cas de figure, ça tombe plutôt bien pour moi que ce soit des ressources construction, parce que si je paye une ressource construction pour accéder à l'action, au niveau du coût de la première action, c'est une construction et une royauté, il me semble. Et donc, eh bien, je vais ne payer que la royauté, puisque là, j'ai déjà payé du rouge. Donc ça tombe très bien. Par contre, si je devais revenir dans le tour, pour essayer de construire ce tour-ci, la deuxième étape, eh bien, je serais obligé de payer ça, et puis après, je serais obligé de payer ces deux-là. Et là, automatiquement, ça me ferait payer 3 ressources pour faire cette étape-là. Tout simplement, à la fin de la partie, eh bien, vous aurez les points indiqués sur l'étape sur laquelle vous vous êtes arrêté en fin de partie. Vous avez ensuite le quartier du Nil. Eh bien, dans ce quartier, c'est toujours pareil, vous allez devoir payer un coût d'action. Donc, par exemple, ici, on va payer le coût d'action avec du noir, c'est-à-dire la justice. Et vous allez choisir entre les 5 possibilités de coûts d'action. Donc, évidemment, si vous choisissez dans ce cas de figure, par exemple, le coût d'action de gauche ou le coût d'action de droite, comme il y a du noir dessus, vous allez pouvoir déduire le coût et donc payer pour celui-là que un jaune, ou pour celui à l'opposé, que un rouge. Donc ça serait assez pratique. Si vous décidez de faire un autre, eh bien vous allez payer la ressource ici, plus les deux. Par exemple, si je veux faire celui-là, à ce moment-là, il va falloir que je rajoute 2 ressources. Donc ça va me coûter 3 ressources, c'est moins intéressant. Évidemment, c'est parce que mon exemple-là a du noir ici. Donc quand vous avez payé le coût d'accès et le coût d'action, eh bien vous allez faire l'effet indiqué en dessous. Donc si vous avez des ronds comme ça, vous allez y gagner des ressources. Si vous avez un vase comme ça, vous allez piocher un vase. Vous allez prendre les ressources correspondantes puis défausser ce vase. Si à un moment dans la partie, quand vous devez piocher un vase, il n'y en a plus, vous remélangez la défausse et vous pouvez piocher à nouveau. Et enfin, vous allez regarder là où les flèches qui sont disponibles. Si vous avez une flèche bicolore, vous aurez le choix de monter sur l'une ou l'autre des pistes de cette couleur. Donc là, je peux monter soit sur du jaune, soit sur du noir. Et comme j'en ai 2, je peux le faire une deuxième fois. Donc je peux faire 2 jaunes, 2 noirs ou un de chaque. Quand j'ai une flèche comme celle-ci, je monte sur une piste de mon choix. L'intérêt de monter sur les pistes va être assez simple, c'est que dès le 2e étage d'une piste, à la fin de la partie, ça me rapportera 3 points de victoire pour cette piste. Et au 3e étage d'une piste, ça me rapportera 7 points de victoire à la fin de la partie. Vous avez ensuite le quartier des offrandes, les fameuses offrandes que nous avons placées tout à l'heure en forme de pentagone. Donc au niveau du quartier des offrandes, eh bien c'est pareil. Je peux mettre, hop, une royauté ici. Et donc le coût de l'action, c'est une ressource de n'importe quelle couleur. Donc de base, forcément, ça va être déduit. Donc ça, c'est très pratique. Et ça va me permettre de choisir un lot de 2 ressources. Donc je peux prendre ce lot, celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Je ne peux pas partager mes lots. Mais l'action me dit que je peux aussi rajouter une ressource identique à celle que j'ai payée pour récupérer un jeton supplémentaire au centre. Donc si j'ai payé royauté, si j'ai payé jaune, eh bien il faudrait que je puisse rajouter un jaune pour avoir l'identique.
Maintenant, si je ne peux pas, et que je veux quand même prendre une ressource au milieu, ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute 2 ressources d'une couleur pour payer le coût de l'action en haut et en bas à l'identique. Donc, il vaut mieux pouvoir se poser et avoir la deuxième ressource si on veut prendre au milieu. Le jeton bonus que vous prenez au centre ici, eh bien, vous avez le choix en réalité de le prendre ici ou d'en piocher un au hasard dans le sac. En termes de jetons de ce type-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un petit peu de tout. On a d'abord des jetons offrandes que voilà, hop, des jetons offrandes qui représentent en réalité les 5 types de ressources et qui vous permettront donc de remplacer les ressources quand vous vous en servirez. Et pensez aussi à les défausser une fois qu'ils ont servi dans une défauche que vous allez créer de ce type de jetons. Et si à un moment ou à un autre, vous avez des jetons à placer ou à prendre et que vous ne pouvez plus les prendre, eh bien vous allez remélanger la défausse dans le sac. Vous avez également ce type de jeton-là, que je vais vous montrer tout de suite, que voici, qui représente les symboles de chacun des 5 quartiers. Et donc en fait, cela, ça va vous compter comme des ressources joker, mais uniquement pour les quartiers représentés. Par exemple, ici, le quartier des offrandes, c'est celui-ci. Eh bien, je peux rejouer sur le quartier des offrandes en payant ceci à la place d'une ressource. Et c'est joker, donc ça remplace n'importe quelle ressource. Enfin, il y a ces types de ressources-là qui vont vous donner 1 ou 2 points de victoire supplémentaires d'ici à la fin de la partie. Il faut savoir aussi que si à un moment vous devez réapprovisionner ce quartier et qu'il n'y a pas assez de jetons dans le sac, même en ayant remélangé la défausse, eh bien vous allez faire autant de lots de 2 que possible et mettre le restant au milieu. Voici le quartier des artisans. Donc pour le quartier des artisans, eh bien, il faut 3 ressources identiques pour aller avoir le droit de prendre un artisan. Sur le même principe que pour les nobles, c'est-à-dire que vous allez en prendre soit un qui est déjà là, soit le premier de la pioche sans savoir sur quoi vous allez tomber. Donc dans ce cas de figure par exemple, c'est cette ressource-là qu'il faut payer. Donc dans l'idéal, il faudrait que j'ai 2 ressources supplémentaires pour déduire le coût d'accès par rapport au coût de l'action. Et à ce moment-là, je prends mon artisan. Si malheureusement pour moi, je ne peux pas faire ça, eh bien il va falloir que je dépense, comme d'habitude, une ressource de plus, par exemple, pour payer d'un côté le coût de l'accès et de l'autre côté le coût de l'action. Les artisans, de manière générale, vont vous donner des points de victoire en fin de partie et des ressources. Il faut savoir également qu'à tout moment de la partie, si un joueur arrive à avoir à la fois 2 cartes nobles et à arriver sur le 3e emplacement de la piste pyramide du tombeau, celui qui vaut 16 points de victoire en fin de partie, eh bien il pourra récupérer ce jeton pharaon qu'on ne pourra plus lui reprendre et il aura 7 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Il me reste à vous expliquer ce qu'il se passe si un joueur passe, justement. Donc les joueurs sont comme ceci. Si à un moment, par exemple, le joueur rouge passe, eh bien il va placer son pion ici, sur le premier étage et le plus à gauche. Cela signifie déjà qu'il récupère ceci, c'est-à-dire il sera premier joueur au tour suivant. À ce moment-là, supposément, le joueur bleu et le joueur suivant, il va jouer son tour. Le joueur jaune et le joueur suivant, il va jouer son tour. Ça va revenir à rouge qui avait passé. Et à ce moment-là, rouge va avancer de 1 cran ici pour prendre une ressource de son choix parmi les 5 ressources de couleur. Encore une fois, on va jouer, bleu va jouer, peut-être que jaune va passer. Donc jaune va se mettre là, ça va venir à rouge. Rouge va avancer ici et va prendre un argent. Ensuite, pourquoi pas, bleu continue de jouer, jaune a passé, il avance là, il prend une ressource de son choix, rouge a passé, il avance là, il va pouvoir récupérer une offrande, cette offrande, il va pouvoir la prendre soit à l'intérieur du sac des offrandes au hasard, ou soit, s'il en reste, ici, au centre, au niveau de cette action d'offrande. Et on va continuer comme ça, jusqu'à ce que le dernier joueur encore en cours passe. Et à ce moment-là, s'il passe, hop, il avance son pion ici, et les autres pions sont enlevés à leur tour et viennent ici. Autre chose, dès qu'un joueur passe, il doit choisir parmi les 3
tuile vase disponible, laquelle il veut, récupérer les ressources qui sont inscrites dessus et la défausser. Ce qui fait, là, dans ma partie à 3 joueurs, que quand tous les joueurs auront passé, les 3 tuiles vases auront été choisies et défaussées. Et à ce moment-là, on en remettra 3 autres après dans la mise en place du tour suivant. Donc voilà comment ça va marcher. Ça va marcher comme ça sur 5 tours. Au 5e tour, celui qui passe récupère le premier joueur, mais ce n'est pas tout à fait anecdotique, même s'il n'y aura pas de tour joué après celui-là, car à la fin de la partie, le premier joueur lui vaudra 3 points. À la fin d'un tour, on fait donc, comme je vous l'ai montré, on empile les jetons joueurs sur le tour d'après sur la pyramide, mais également, on va enlever tous les jetons qui ont été utilisés ici pour l'accès au quartier et on va les remettre dans la réserve. On va également compléter, si besoin, ici, ce quartier avec les offrandes nécessaires, avec le bon nombre de lots par rapport au bon nombre de joueurs comme au début de la partie. Autre chose, je ne vous l'ai pas dit, parce que ça me semblait assez évident, mais au niveau des cartes nobles et des cartes artisans, dès qu'un joueur en prend une, eh bien, elle est remplacée tout de suite en piochant une ici dans une des 2 pioches correspondantes. Par contre, dès qu'un joueur prend un lot, voire une supplémentaire au milieu, ce n'est pas remplacé, et ce n'est remplacé que maintenant, au moment du changement de manche. Vous allez pouvoir aussi à ce moment-là redresser éventuellement les nobles qui ont une petite roue crantée comme ça et que vous auriez utilisé et mis donc à 90 degrés. Vous allez pouvoir les redresser pour les utiliser à nouveau au prochain tour. Évidemment, on avait ici mis un sens de rotation, et donc à chaque tour, à chaque changement de manche, eh bien, on va faire tourner comme ça, d'un cran, la roue du milieu, ce qui va changer les coûts d'accès au quartier. Il reste à vous parler des objectifs des dieux. Donc les dieux sont représentés par ces colonnes, et ils séparent comme ça l'ensemble des quartiers. Et en réalité, il vous propose des objectifs pour gagner des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Alors, chaque dieu a comme ça un bras de chaque côté pour vous montrer chacun des 2 objectifs qu'il faut remplir pour le satisfaire. Pour satisfaire un dieu, il faut impérativement remplir à la fois l'objectif de droite et l'objectif de gauche du dieu. Si je remplis un des 2, ça ne sert à rien et je ne toucherai aucun des points de victoire. Si je remplis celui-là, mais pas celui-là, eh bien je n'aurai pas les 6 points de victoire indiqués là. Par contre, si je remplis les 2, j'aurai à la fois les 6 et les 4 points de victoire, 10 points de victoire à la fin de la partie. Donc, les dieux ont des objectifs liés au quartier qui les entoure, et de manière assez simple, eh bien par exemple, ici, il vous faudra au moins 3 jetons offrandes encore à votre possession à la fin de la partie. Et ici, il vous faudra au moins 3 cartes artisans en votre possession à la fin de la partie. Si vous cumulez les 2, vous gagnerez les points. Ici, il vous faudra 2 offrandes, et ici, il vous faudra au moins 3 pistes au niveau 1, ici. Alors, il faut bien savoir que si ici, j'utilise 3 jetons offrandes et 3 cartes artisans pour faire cet objectif, les 3 jetons offrandes qui ont été utilisés ici ne pourront pas être utilisés ici pour l'objectif de ce dieu-ci qui lui veut 2 jetons offrandes. Et c'est comme ça pour tout le tour. Quand vous utilisez des cartes ou des jetons ou des ressources pour un dieu, ils ne peuvent pas être utilisés pour l'autre dieu. Vous avez les mêmes types d'objectifs un peu plus bas. Ici, ça sera 2 étapes de construction de la pyramide et 2 pistes sur 1. Et puis encore en dessous, vous allez avoir 2 étapes de la construction de la pyramide et 2 cartes nobles. Et enfin, 2 cartes nobles et 2 cartes artisans. Donc à chaque fois, il vous faut l'ensemble, et à chaque fois, vous ne pouvez pas cumuler. Par exemple, si j'utilise 2 cartes artisans et 2 cartes nobles pour faire ces 6 points, eh bien, les 2 cartes nobles utilisées ici ne peuvent pas être les mêmes que ici, les 3 cartes nobles nécessaires pour faire l'objectif de ce dieu. À la fin de la partie, vous allez faire un décompte final, aidé par ce que vous voyez devant ici en bloc-notes.
La première chose, ce sera donc les objectifs des dieux dont je viens de vous parler. La deuxième chose, ça sera les points attribués par les nobles, sachant que tous les nobles sont détaillés dans la règle du jeu et qu'au bout d'un moment, l'iconographie étant assez simple, vous n'aurez même plus besoin de ce détail. Ensuite, vous aurez tous les points accordés par les artisans, tous les points pour la construction de votre pyramide, les points par rapport à vos niveaux sur les pistes. Ensuite, vous aurez les points pour les ressources et les offrandes, sachant que vous allez gagner 1 point de prestige pour chaque jeton ressources, y compris l'argent, ou chaque offrande que vous avez conservée. À un détail près, c'est que ces deux-là valent 1 point chacune pour être des jetons, mais valent également plus 1 et plus 2. Donc en réalité, ce jeton-là vaut 3 points et ce jeton-là vaut 2 points. Évidemment, un autre jeton de ce type-là vaut 1 seul point, et n'importe quelle ressource vaut 1 seul point. Vous allez aussi avoir les points du premier joueur et du pharaon. 3 points pour celui qui a récupéré une dernière fois le premier joueur, 7 points pour celui qui a réussi à être pharaon le plus rapidement que les autres. Et vous allez faire les totaux et vous allez savoir qui a gagné. Donc tout simplement le joueur qui totalise le plus grand nombre de points de prestige. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a gagné le titre de pharaon qui l'emporte. Et si personne n'a remporté ce titre, c'est celui avec le plus de jetons ressources et ou offrandes devant lui. Il faut savoir qu'à 2 joueurs, il y a une petite différence dans la manière de jouer et dans la mise en place, à savoir que vous allez mettre à 2 joueurs, vous allez mettre d'entrée de jeu dans la partie 3 vases. Le deuxième joueur va en choisir un, le premier joueur va en choisir un, et le vase qui reste, on va regarder les ressources qu'il y a dessus, et on va les mettre comme ça sur les quartiers pour bloquer, entre guillemets, un petit peu des actions. Donc la partie, par exemple, là ici, va démarrer comme cela. Et évidemment, à chaque tour, ça sera toujours pareil. Dès qu'un joueur va passer, il va prendre un vase. Dès que le deuxième va passer, il va prendre un vase. Et le vase restant, on mettra de nouveau les ressources pour le prochain tour dessus. Après avoir enlevé les ressources du tour précédent, bien sûr. Sachez qu'il existe également un mode solo pour lequel on utilise ces réglettes-là. Je ne vais pas vous le détailler ici, il est très bien détaillé dans la règle, mais vous pouvez jouer solo à ce jeu. Voilà, si cette règle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche pour vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et cher ami ludomaniaque, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.